vecchia dentro al fontanone e le coppiette se ne vanno via. Quanto sei bella Roma quando piove, quando piove. Quanto sei bella Roma quando è tramonto, quando l'arancia rosseggia ancora sui 7 colli e le finestre sono tanti occhi che ti sembrano di quanto sei bella. Na 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 na, quanto sei bella. Rome. En Italie centrale, dans la province du Latium, se trouve la capitale du pays. Près de 3 millions d'habitants vivent dans la ville éternelle aux 7 collines. Notre visite commente au Colisée, centre antique de la ville, au bord du Tibre. Tous les chemins mènent à Rome. Ce qui est certain, c'est qu'à Rome, tous les chemins mènent au Colisée. Le monument antique est d'une taille impressionnante. On admire la prestation architecturale des anciens Romains, mais en même temps, on est aussi indigné par les mœurs d'autrefois. N'est-ce pas au Colisée que les chrétiens furent déchiquetés par les lions? N'était-ce pas le sanguinaire Néron qui y harcela des hommes jusqu'à la mort? Poésie et vérité. Nombre de chrétiens moururent ici en martyrs, mais au début de la construction du Colisée, Néron avait déjà été assassiné. Il y prit pourtant part, car tout près se trouvait une statue à son effigie. Elle s'appelait Colosso et donna le nom Colisée à l'arène à partir du Moyen-Âge. L'ovale a une longueur de 186 mètres et une largeur de 156 mètres. Il était couvert et avait 57 mètres de haut. Dès l'année 80 après Jésus-Christ, 50 000 personnes y suivaient les représentations théâtrales et sportives, mais assistaient aussi aux cruels combats des gladiateurs. L'amphithéâtre devint le modèle architectonique de toutes les arènes sportives. Près du Colisée se dresse le plus grand arc de triomphe antique de Rome, l'arc de Constantin. Il fut érigé pour l'empereur Constantin qui, en 312, vainquit le co-régent Maxence. L'arc fut décoré avec les reliefs des bâtiments anciens afin d'être achevé dans les délais prévus en 315 pour la 10e année du gouvernement. À l'endroit où la jeunesse romaine joue aujourd'hui au football, eut lieu jadis le prétendu enlèvement des Sabines. Le Circus Maximus est en face de l'Aventin, l'une des 7 collines de Rome. Les dimensions du terrain témoignent encore du rôle de cette ère. Ici avaient lieu des courses de chars sous le regard de 300 000 spectateurs. Et voici l'image de jadis. Le modèle de la Rome antique se trouve au Musée national romain. Rome, une ville de déjà 1 million d'habitants, centre des événements mondiaux. Ce qui, vu d'avion, ressemble à des décombres, représente depuis l'ère proto-historique pour les habitants de la colline le centre et la place du marché. Le Forum Romanum, forum romain antique au pied du Capitole. À partir de la place du marché se développa le centre monumental de la ville. Des colonnes, des vestiges de temples, d'arcs de triomphe témoignent du rayonnement mondial de Rome jadis. Au IVe siècle, le Forum Romanum perdit de son importance en raison du déplacement de la résidence impériale. Au Moyen Âge, il dégénéra en fournisseur de matériel de construction et servit de lieu de pâturage.
Dans l'église voisine se trouve le carchot marmétien, dans lequel, selon la légende, Pierre fut aussi retenu prisonnier. Un escalier mène directement de la colline à la louve du Capitole. Selon la légende, elle allaita les fondateurs de Rome, Rémus et Romulus. La statue équestre de bronze de Marc Aurèle fut conservée parce qu'on croyait au Moyen-Âge qu'il s'agissait d'une statue du premier empereur chrétien Constantin. Elle est aujourd'hui l'objet de parade de la place du Capitole. Le Palais Nuovo et le Palais des Conservateurs forment, avec le Palais des Sénateurs en son centre, un ensemble unique en son genre. Michel-Ange les conçut et ils abritent de nos jours les musées du Capitole. La cour du Palais des Conservateurs. Des fragments de la statue colossale de l'empereur Constantin permettent d'imaginer sa hauteur initiale de 12 mètres. Au musée, la mort des Gaulois, l'un des points culminants de la collection. Autres chefs-d'œuvre, la Vénus du Capitole, la Vénus de l'Esquilin, ses bustes de femmes et l'arracheur d'épines. Une sculpture de bronze romaine d'après un original pré-hellénique. D'un réalisme admirable sont aussi la tête de Brutus et l'original de la Lupa, la Louve. La place du Capitole fut conçue au XVIe siècle par Michel-Ange. De même, l'escalier principal du Capitole qui descend vers la place Araceli. Un autre escalier extérieur conduit à l'église du même nom. Elle était au Moyen-Âge le cœur politique de la ville car le conseil y siégeait. Quelques mètres plus loin, l'une des places les plus animées de Rome, la Piazza Venezia. Sur cette place se trouve un monument dédié à Victor Emmanuel II et à l'unification du royaume d'Italie. L'édifice et son nom sont impressionnants. La monumentalité excessive du bâtiment de pierre calcaire ne se marie pas avec le décor romain antique. On le nomme la machine à écrire. Comme point de repère, le monument est bien utile. La machine à écrire et la Piazza Venezia sont de dignes coulisses pour la pantomimique des policiers italiens d'une grâce inimitable qui mettent de l'ordre dans le chaos de la circulation romaine. Depuis la Piazza Venezia, on voit la colonne Trajane de 40 mètres de haut. À l'intérieur de son socle se trouvait l'urne en or de l'empereur. On peut la visiter, elle est décorée de reliefs relatant ses exploits. Sa reconnaissance comme mausolée par le Sénat romain fut une exception. En général, les empereurs n'étaient pas inhumés dans le centre-ville. Cependant, l'empereur Trajan passait pour être fondateur d'un nouvel âge d'or. Sa statue devant les marchés de Trajan, un des centres commerciaux antiques. À côté, les forums d'Auguste, nommés d'après l'empereur Auguste. Les forums, les places du marché, ne jouaient pas seulement un rôle pour la famille du régent, mais aussi pour la vie sociopolitique des citoyens. D'un point de vue urbanistique, ils jouaient un rôle important. Ainsi, le Forum de César représentait une transition vers le Forum Romanum. Le centre antique de Rome n'est qu'à quelques pas de la vieille ville qui s'étend du nord jusqu'au parc de la Villa Borghese. La Via del Corso traverse la vieille ville comme une diagonale en droite ligne. Elle est le plus important axe nord-sud de Rome. La vieille ville est réservée aux taxis, aux bus et aux habitants du quartier.
Chaque jour, c'est le chaos. Vespa, cyclomoteurs et voitures pollulaires. Ils passent entre les piétons qui ne leur laissent pas un centimètre de place. SPQR, Senatus Populus que Romanum, Sénat et peuple de Rome. Le peuple, depuis toujours, sûr de lui, ne va pas seulement dans la Via del Corso. Une ville comme Rome, avec tant de monuments, a des raisons d'être fière. Presque chaque place est un décor de film. La fontaine de Trevi, qui fut immortalisée dans la Dolce Vita, le film de Fellini. De nos jours, il est interdit de se baigner dans la fontaine, comme Anita Ekberg. Les superstitieux peuvent y jeter une pièce de monnaie. Cela signifie que l'on reviendra un jour à Rome. Deux rues plus loin se trouve la colonne Marc Aurèle, centre de la Piazza Colonna. Ici aussi, les reliefs glorifient les actions guerrières de l'empereur. La place, près de la Via del Corso, est entourée de palais. Ici, le palais Chigi, siège actuel de la présidence du Conseil. La colonne de Marc Aurèle a 30 mètres de haut et se compose de 28 blocs de marbre. Dans le décor romain, les pantomimes, les artistes, les chanteurs et les interprètes aiment bien se produire, de préférence sur les places les plus touristiques, comme ici sur la Piazza della Rotonda, devant le Panthéon. Le Panthéon, le bâtiment antique le mieux conservé de Rome. Le bâtiment à la coupole, qui fut à l'origine dédié aux dieux, fut très tôt transformé en une église chrétienne. Ce n'est jamais calme sur la Piazza della Rotonda avec ses cafés et ses restaurants. Les touristes affluent à la joie des commerçants. Le résultat, des prix élevés. En échange, et de partout, on a une magnifique vue sur la fontaine de l'obélisque. Un autre obélisque, issu d'un sanctuaire d'Isis, orne la sculpture de l'éléphant conçue par Gian Lorenzo Bernini, dit le Bernin, sur la Piazza Santa Maria sopra Minerva, juste à côté du Panthéon. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò più tanto, anzi si sentiva già felice e rincominciò il suo canto. Lo voglio bene assai. Cette chanson nous conduit sur la plus belle place de Rome, la Piazza Navona, avec sa célèbre fontaine aux 4 jets. L'obélisque qui l'orne symbolise la puissance papale. Le pape Innocent X le commanda, le Bernin créa un nouveau chef-d'œuvre. Près de la fontaine aux 4 jets, 2 autres fontaines qui ornent la Piazza Navona. De ses contours, on devine encore son ancienne fonction de stade. Vue d'hélicoptère, on voit nettement la forme allongée de l'installation sportive d'autrefois. Une vue aérienne permet aussi une vue d'ensemble de la Piazza del Popolo. Sur cette place aboutit la Via del Corso, la rue médiane des 3 rues qui vont vers la place du Peuple en forme de flèche. Nous visiterons cette place plus tard. Allons d'abord dans les rues et les ruelles typiques de la vieille ville, entre la Piazza del Popolo et la Piazza Venezia, à gauche et à droite du Corso.
Ici, Rome n'a pas du tout l'air d'une métropole turbulente. Celui qui y flâne le long des galeries, des magasins d'antiquités, des boutiques et des restaurants se sent plutôt comme s'il était en province. Exactement comme s'il se trouvait dans quelques villages de Toscane. Les rues portent des noms descriptifs, tels la Via del Mercato, la rue du marché. Ou bien la Via delle Carrozze, la rue des fiacres. Les amateurs d'antiquités seront attirés par l'odeur des colorants et décapants des restaurateurs de meubles anciens qui travaillent dans la Via di Coronari. Chez les Romains, la soif de beauté va toujours de pair avec la faim qui se manifeste au creux de leur estomac vers 13 heures. L'heure du repas. Le Romain n'aime pas faire des expériences culinaires. On mange romain, italien et on laisse la cuisine étrangère aux autres. Chez Mario, dans la Via della Vite, de nombreuses photos de clients célèbres témoignent de la joie partagée pour la cuisine italienne. Les haricots blancs de la maison de Mario ont déjà convaincu Terence Hill, Marcello Mastroianni ou des as du tennis comme Martina Navratilova, ainsi que son collègue Jim Courier. Tant plus que dans la vieille ville, on ne se concentre pas sur les contemporains célèbres, mais sur les repas. Les restaurants romains sont, par bonheur, bon marché. Économiquement parlant, ces revenus relativement modestes sont plus que compensés par les magasins de luxe de la Via dei Condotti. On y trouve les célèbres couturiers et les marchands de bijoux italiens. Un lieu pour qui veut offrir un petit déjeuner spécial à sa promise, des petits pains avec de l'or et des diamants. La Via dei Condotti, ou l'extravagance romaine. Au bout de la Via dei Condotti, on se rencontre entre l'art et le commerce. Après l'ivresse des cartes de crédit, on est tout à coup sur la place que l'on connaît pour l'avoir vue sur tant de cartes postales. La Piazza di Spagna, avec son escalier espagnol. Devant se trouve la fontaine en forme de barque réalisée par Pietro et Gian Lorenzo Bernini. Mais que signifie un vrai Bernini contre un faux escalier espagnol qui, en fait, devrait s'appeler l'escalier français? Les Français le firent édifier au XVIIIe siècle comme jonction entre leur église située un peu plus haut, Trinità di Monti, et la place des Espagnols. Mais les autochtones et les touristes l'ont dénommé l'escalier espagnol. Lieu de rendez-vous de la jeunesse, c'est aussi malheureusement le lieu où se rassemblent les fans de football après les matchs pour chahuter. Le chemin n'est pas long de l'église à la Piazza del Popolo, dont nous avons déjà eu une vue d'hélicoptère. La Porta del Popolo est, depuis l'Antiquité, la porte nord de la ville. Cependant, l'image de la grande place ovale a souvent été modifiée. On y vit 2 pyramides, ainsi que, dit-on, la sépulture de l'empereur Néron. Ces constructions antiques furent remplacées par des églises. Une église fut édifiée sur la sépulture de Néron pour chasser les mauvais esprits.
La fontaine décorée de Lyon porte l'un des plus anciens obélisques de Rome, datant du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Il fut achevé sous Ramsès II et emporté à Rome par Auguste. Les églises jumelles Santa Maria di Miracoli et Santa Maria in Monte Santo, qui ont remplacé les pyramides, montraient la magnificence de Rome aux pèlerins romains dès son entrée dans la ville sainte. De là partent vers le centre la Via del Babuino, la Via del Corso et la Via di Ripetta. De là, on monte aussi sur le Pincio, une colline depuis laquelle on peut jouir du plus beau coucher de soleil de Rome. Un jour nouveau naît, là où le précédent se meurt, en un splendide rougeoiement. Du Pincio, on atteint le plus grand parc de Rome, le parc de la Villa Borghese. Devant et dans le parc se trouvent quelques villas aux noms célèbres. La Villa Médicis, par exemple, avec ses nombreuses statues antiques. Ou bien la Galerie nationale d'art moderne, dans laquelle sont exposés des plastiques et des peintures des 19e et 20e siècles. La Villa Giulia abrite le musée national étrusque. Et enfin, le casino et la galerie Borghese, dénommée d'après Scipione Caffarelli Borghese, qui fit concevoir le bâtiment pour sa collection artistique. Canova créa le buste néoclassique de Pauline Borghese Bonaparte. La mise au tombeau de Raphaël fait aussi partie des plus grandes œuvres. Titien créa l'éducation de Cupidon et peint Leda et le cygne d'après une peinture de Leonardo da Vinci. Le musée possède les plus importantes collections privées du monde. À l'endroit où aujourd'hui un lac invite les animaux et les hommes à canoter, se trouvaient jadis des vignobles aux portes de Rome. Ils appartenaient à la famille Borghese qui donna son nom au parc. Les amis du sport équestre sont aussi attirés par le parc. Sur la Piazza di Siena ont lieu, surtout au printemps, des concours hippiques. Dans le parc se trouvent aussi l'hippodrome et le zoo de Rome. Le week-end, les familles s'y retrouvent pour pique-niquer. Celui qui le désire peut suivre ce chemin. Il conduit tout droit vers l'art. La Villa Giulia, achevée en 1553, abrite aujourd'hui le musée national étrusque qui possède la collection étrusque la plus importante du monde. Le clou de la collection, c'est le sarcophage des époux, datant de 530 avant Jésus-Christ. L'origine des Étrusques est incertaine, mais ils imprégnèrent la culture romaine plus fortement que les Grecs, dont l'influence ne s'imposa que plus tard. La villa expose donc beaucoup d'objets sur les origines de la culture romaine. Changement de décor. Allons du nord vers l'est de Rome. Allons vers les portes de la ville, au sud, et revenons près de la Rome antique, au sud du Forum Romanum. On peut entrer et sortir du parc de la Borghese par la Porta Pinciana. La porte se situe à l'entrée du côté de la Via Vittorio Veneto. Via Veneto. Ce nom signifie pour beaucoup d'entre nous le chic, l'élégance, une belle atmosphère et la dolce vita.
Cela vient des magasins, des hôtels, des bars, des cafés de jadis exclusifs, ainsi que des maisons de luxe que l'on peut admirer depuis le début du siècle. L'architecture en reflète toujours la splendeur, mais la Dolce Vita n'y existe plus. Fini le temps où les stars du monde de Fellini s'y rencontraient. Aujourd'hui, on essaye, grâce à des expositions de photos pour les touristes, de conserver le charme des jours passés. Charlie Chaplin et Greta Garbo sont aussi venus ici autrefois. Ce qui n'a pas changé jusqu'à ce jour, ce sont les prix élevés et les souvenirs. Seuls les stratèges de la publicité essayent encore d'intervenir en prouvant, photo à l'appui, que le grand Fellini faisait déjà autrefois de la publicité pour Fiat. La Via Veneto, de la Porta Pinciana à la Piazza Barberini. Un membre de la puissante famille Barberini, Maffeo Barberini, qui devint plus tard le pape Urbain VI, fit construire la fontaine du Triton et le Bernin créa un nouveau chef-d'œuvre, comme pour sa fontaine aux 4 jets. Rome pourrait s'appeler, à juste titre, la ville des obélisques et des fontaines. Dans la rue qui va de la Piazza Barberini jusqu'à la Sainte-Marie-Majeure, 4 fontaines pour décorer un carrefour. Il n'est pas surprenant que la rue se nomme la Via della Quattro Fontane. 2 statues représentent les dieux des fleuves du Tibre et de l'Arno. 2 autres, Junon et Diane, représentent la fidélité et la témérité. Les 4 fontaines se rapportent à la petite église baroque San Carlo. Ici réapparaît le thème de Rémus et Romulus et de la Louve. La rue conduit à l'église Sainte-Marie-Majeure, dont le clocher, que l'on voit de loin avec ses 75 mètres de haut, est le plus élevé de la ville. L'église fait partie des 4 basiliques patriarcales de Rome. Selon la légende, le pape Libère fit construire l'église à l'endroit où la mère de Dieu fit neiger pendant un mois d'août. Depuis, on fête le 5 août la fête Marie-Neige. Mais en vérité, c'est le pape Sixte III qui fit édifier l'église à la gloire de Marie. Après le concile d'Éphèse, elle fut honorée en tant que mère de Dieu. L'église conserve la forme pure d'une basilique des débuts du christianisme et ses mosaïques d'abside illustrent le couronnement de Marie. Une Madone orne aussi la colonne de l'avant-place. Le miracle de la neige, une légende. Rome a besoin de rafraîchissement. Les nombreuses fontaines offrent un peu de fraîcheur, comme celle qui se trouve sur la Piazza della Repubblica. La place, près de la gare Stazione Termini, vient d'être rénovée. Le quartier de la gare, au XIXe siècle, un quartier résidentiel prisé, attire aujourd'hui, comme dans toutes les grandes villes, les toxicomanes et les criminels. Pareillement concernée par ces problèmes, la place de la République, qui se trouve sur le terrain où étaient jadis les thermes de Dioclétien. L'église Sainte-Marie des Anges fut construite avec les restes des thermes. Une église qui, par sa seule splendeur, donne une impression de puissance. La basilique du Latran, de Saint-Jean de Latran. C'était au Moyen-Âge le centre de la puissance romaine, les papes y résidaient, le droit y était prononcé. La statue de la Louve et la statue équestre de Marc Aurèle attestent de l'importance de la place. Rome a 4 basiliques patriarcales. Saint-Jean de Latran est considérée comme la plus importante. En outre, elle est la première église de pèlerinage de la ville éternelle.
Saint-Jean de Latran, centre du pouvoir de l'Église catholique jusqu'en 1377, année où les papes transférèrent leur résidence du Latran au Vatican. L'édification de la plus ancienne église chrétienne commença en 313. Elle fut tout d'abord dédiée au Christ Sauveur. À partir du Moyen Âge, elle fut dédiée à Jean-Baptiste et à Jean l'Évangéliste. Aujourd'hui, Saint Jean de Latran relève de l'autorité du représentant du pape. Le jeudi saint, le pape procède ici aux ablutions des pieds de 12 pauvres. L'église est propriétaire du palais du Latran dans lequel les papes résidèrent jusqu'en 1308 avant de s'exiler à Avignon. Les terroristes considèrent encore la basilique comme le centre du pouvoir. C'est ici que les opposants à l'État ont commis des attentats. Ils étaient certains de l'effet spectaculaire de leur action. Rome et ses églises. Ici, devant Saint-Clément, attendons que l'une des plus intéressantes églises ouvre ses portes. La basilique Saint-Clément est la seule église de Rome dont les traces remontent jusqu'au paléochristianisme. Particularité architectonique, 3 constructions posées les unes sur les autres. Voici la nouvelle basilique avec son étage supérieur décoré de mosaïques et sa petite cour intérieure. La chapelle Catherine dans la Haute-Chapelle est remarquable. Masolino créa vers 1330 ses fresques magistrales. Elles illustrent le martyre de Sainte Catherine transpercée d'une épée. Voici la chapelle basse romaine qui ne fut ouverte qu'en 1861. Au sous-sol se trouve une maison d'habitation dans laquelle les Romains vénéraient le dieu du soleil Mithra. Ce culte était répandu dans tout l'Empire romain et il sembla pendant longtemps exercer sa suprématie sur le christianisme. L'histoire de Rome n'est pas seulement une histoire de puissance, mais aussi d'impuissance. Pour se protéger de ses ennemis, l'empereur Aurélien, par exemple, fit ériger au milieu du IIIe siècle la muraille d'Aurélien, longue de 18 km. Elle symbolise la perte de puissance de Rome ne remplit pas son objectif. À l'intérieur de cette enceinte, on discerne, vu d'avion, la structure des thermes de Caracalla, les seconds grands établissements de bains de Rome. Les thermes étaient importants car les installations sanitaires étaient rares. Près des thermes, on reconnaît l'église ronde Santo Stefano Rotondo. Du sol, il n'est pas possible de voir cette église à cause des arbres. Voici la construction de briques, jadis. Aujourd'hui, les archéologues s'efforcent de restaurer l'une des plus vieilles constructions centrales de toute l'Italie. Il faut absolument visiter l'intérieur. Des colonnes ioniennes divisent l'espace en un déambulatoire et en l'autel. L'église fut érigée sur un ancien sanctuaire de Mithra pour effacer le paganisme et le remplacer par le christianisme. C'était pour chasser les influences néfastes que les mères romaines venaient à l'église jadis avec leurs enfants pour la Saint-Stéphane. Elles leur montraient, à l'exemple du cruel martyre des saints, ce qui arrivait aux enfants méchants. Santo Stefano Rotondo a des liens étroits avec l'Allemagne, car l'église fait partie du collège des étudiants de théologie en Allemagne. Une autre rotonde intéressante est le temple de Vesta. Il ne faut pas le confondre avec le temple de Vesta sur le Forum Romanum. Il date du IIe siècle avant Jésus-Christ, il est donc le plus vieux temple de marbre à Rome. Peu de gens le savent et ne visitent le temple que parce qu'ils veulent aller à l'église Santa Maria in Cosmedin. En fait, même l'église n'intéresse que peu de gens. Ils souhaitent voir la bocca della verità, la bouche de la vérité, jadis la terreur de tous les menteurs. Si on introduit la main dans la bouche et qu'elle est happée, on a menti. On raconte que ceci arrivait vraiment, car derrière, il y avait une pièce secrète.
Après le jeu de la vérité, on continue et on va sur le Ponte Palatino. De là, on voit le Ponte Rotto, le pont en ruine. La construction en bois du pont commença en 179 avant Jésus-Christ. Le pont fut achevé 30 ans plus tard comme premier pont de pierre de Rome. Les vestiges du pont se trouvent devant l'île du Tibre. La légende raconte qu'un chaland chargé d'or sombra ici. L'île facilita réellement la construction du pont, ici du Ponte Fabricio, et cela valait plus que de l'or. Du sud de Rome, de là où la Porta Sebastiano s'ouvre dans la muraille d'Aurélien, allons, comme nous l'avions annoncé, devant les portes de Rome. Ici, on voit une forme de commerce que l'on peut observer partout à Rome. Tant où le feu reste rouge est mis à partie pour la vente de multiples objets. La Via Appia Antica à la porte de la ville est le domaine des fleuristes. Ailleurs, on nettoie le pare-brise des voitures et on vend des cigarettes. On vend aussi des objets dont les gens ont rarement besoin. Mais quelquefois, l'achat d'un tel objet peut vous dépanner. Si l'on descend la Via Appia, on découvre l'église Saint-Sébastien. Elle fut construite sur l'une des nombreuses catacombes. Selon la loi, les morts devaient être enterrés en dehors de la ville. C'est ainsi que naquirent des fosses communes souterraines qui étaient souvent ornées de fresques. Les ossements de Pierre et de Paul auraient reposé ici, temporairement. Pour Pierre, la Via Appia fut le lieu d'une rencontre décisive. Alors qu'il s'enfuyait de Rome pour échapper à son martyre, il rencontra un homme et lui demanda « Domine, quo vadis » « Seigneur, où vas-tu » Ce dernier répondit « Je viens pour me faire crucifier une seconde fois ». Pierre reconnut le Christ et, repentant, s'en retourna à son destin. La rencontre légendaire a été immortalisée par le film Quo Vadis. Autrefois, la Via Appia était une route importante. L'ancien pavé est encore aujourd'hui en partie conservé. La voie va du Forum Romanum à Brindisi, dans le sud-est de l'Italie. Elle sert au commerce et à des objectifs militaires. Jadis, les Romains fortunés y faisaient construire des mausolées. De nos jours, ce sont toujours les riches qui y habitent, cachés derrière des murs. Les pauvres habitent dans le Transtévère, de l'autre côté du Tibre. Contraste. Non loin de là se trouve le clergé catholique et un État souverain, le Vatican. Transtévère, c'était autrefois le quartier des pauvres. Ils habitaient Trans-Tiberim, de l'autre côté du Tibre. D'où le nom de ce quartier autour de l'église Santa Maria in Trastevere. Ce n'est que depuis peu que les spéculateurs ont découvert le charme des vieux bâtiments, des ruelles tortueuses et que les loyers sont devenus élevés. Carlo Fontana, créateur de cette fontaine, n'y aurait jamais pensé. Cependant, celui qui y recherche une Rome typique sera enthousiasmé. Au centre, Santa Maria in Trastevere. La première église de Rome qui fut dédiée à Marie. Les Italiens en sont fiers. Il faut commencer par la visite de la basilique à 3 nefs. Ensuite, on peut s'abandonner complètement à la magie du quartier.
En quittant Trastevere en direction des rives du Tibre, on peut encore faire une pause méditative sur la piazza Trilussa, à la frontière du quartier. Ici fut bâti un monument à la mémoire d'un poète qui écrivit en dialecte romain. Trilussa adjure ses compatriotes de ne pas laisser Trastevere se transformer en une attraction touristique, mais de préserver son pittoresque. Mais c'est déjà trop tard. En prenant le Ponte Sisto, on rejoint le domaine du centre-ville. Il n'est pas recommandé de suivre la rue le long de la rive du Tibre. Pour éviter la circulation permanente, il vaut mieux aller vers le palais Farnèse. Au coin, nous attendent des impressions déjà ressenties dans les autres quartiers, des fontaines, des rues et des places romantiques. Sur l'une de ces places flotte le drapeau tricolore, le drapeau français. Il marque le palais Farnèse, aujourd'hui siège de l'ambassade française. Malheureusement pour l'amateur de culture, on ne peut visiter le palais et ses œuvres d'art que dans des cas exceptionnels. Mais il reste la place avec ses cafés. D'ici, on peut admirer la façade du palais des patriciens que créèrent Antonio da Sangallo et Michel-Ange pour le cardinal Farnèse. Et il suffit de quelques pas pour arriver au Campo dei Fiori, le champ des fleurs. Pour Giordano Bruno, moine et philosophe, la place ne fut vécue que comme bûcher sur lequel il fut brûlé vif pour hérésie. Aujourd'hui, il n'y a plus de violence sur la place des exécutions capitales. On y vend des fruits et légumes, des fleurs, naturellement. La police montée est plutôt une curiosité touristique. On bavarde sur les marchés et on se rafraîchit au robinet qui, partout à Rome, fournissent de l'eau potable. Depuis l'ère romaine, l'eau vient des monts Albins et elle est aujourd'hui encore d'excellente qualité. On ne peut pas en dire autant de l'eau du Tibre. Cependant, de nombreux chants glorifient la voie d'eau romaine. Che andava lento, lento, noi ci perdemmo dentro il rosso di un tramonto, fino a gridare i nostri nomi contro il vento. Tu fai sul serio, no? Da un valzer basso, cominciato un po' per caso, tra le mie smorfie e le tue dita dentro il naso, noi due inciampammo contro un bacio all'improvviso, troppo bello per essere vero, per essere vero, per essere vero. Dalla gente di fronte a te, che sei per me così importante, tutto l'amore che io posso per niente. Le Tibre, ce n'est qu'en 1870, après l'avoir encadré de hauts murs, que ces crues perdirent leur caractère effroyable. Avec ses nombreux ponts, il devint un fleuve très célébré, auquel on n'avait plus besoin de sacrifier des vies humaines. Le Ponte Vittorio Emanuele est l'un des ponts les plus prestigieux. Il conduit au Vatican et au château Saint-Ange, le Castel Sant'Angelo. Le château Saint-Ange est, comme le Colisée, une curiosité touristique. À l'origine, l'édifice servit de mausolée à l'empereur Adrien et à ses successeurs et ne fut transformé en forteresse qu'au IIIe siècle.
Hadrien fit ériger un édifice cylindrique sur un podium carré. Un quadrigue le couronnait et fut remplacé plus tard par une statue d'ange. Les papes du Vatican proches cherchèrent aussi asile dans la forteresse. Le Vatican. Des croyants, des touristes et des pèlerins du monde entier viennent surtout à Rome pour le voir de très près. Changeons de lieu à cette porte au sud de Rome. Par le trou de la serrure, on voit Saint-Pierre sous une autre perspective, pour le moins originale. À environ 5 km à vol d'oiseau. De loin aussi, sa grandeur imposante est ostensible. Mais revenons sur notre site. Saint-Pierre et le Vatican ont été célébrés par de nombreux poètes. Le Vatican est honoré comme étant un lieu unique en son genre, l'église la plus puissante et la plus célèbre du christianisme, une œuvre d'art si puissante que les mots risquent de vous manquer. Il est impossible ici de décrire le Vatican dans sa profusion artistique. La place, avec ses colonnades conçues par Le Bernin, est impressionnante. 284 colonnes et 88 piliers de travertin. Les colonnes sont échelonnées sur 4 rangs et forment un ovale. Si l'on se rend au foyer de l'ellipse, que l'on regarde autour de soi, on ne voit que le premier rang des colonnades. Le Bernin connaissait parfaitement le jeu des perspectives. Sur les colonnes trônent, sur une large balustrade, 140 saints, comme témoins de pierre de l'église triomphante. Deux fontaines, avec d'immenses plaques de granit d'une seule pièce, s'insèrent harmonieusement dans l'installation conçue par le Bernin. Le centre de la place est marqué par un obélisque de 25 mètres de haut. Il fallut 4 mois pour y dresser ce monolithe lourd de 300 tonnes. Les clercs et les touristes forment le public quotidien d'habitués. Beaucoup de prêtres travaillent au Vatican, centre de la puissance catholique. L'état de la cité du Vatican est le plus petit état du monde. À Pâques, lorsque le pape prononce son Urbi et Orbi, la place est pleine. De même lorsqu'il célèbre la messe depuis la fenêtre de son cabinet de travail. Sento il bisogno di esprimere il vivo dolore in me suscitato dalla notizia dell'uccisione di Don Giuseppe Diana, parroco della diocesi di Aversa, colpito da spietati assassini mentre si apprestava a celebrare la Santa Messa. Ici, religion et commerce font bon ménage. Celui qui a vu le pape souhaite aussi l'avoir chez lui. Les marchands de souvenirs résistent à tous les assauts. Le Vatican est un État souverain avec son hymne propre et sa garde. Depuis des siècles, cette tâche est assurée par la garde suisse. Elle veille, drapée dans son uniforme traditionnel, à la sécurité du pape et contrôle toute personne cherchant à pénétrer au palais du Vatican. Basilique Saint-Pierre et palais apostolique forment une unité architectonique. Les murs abritent 1400 chambres et 30 000 mètres carrés d'espace vert, ainsi que 20 cours intérieures d'une surface presque aussi grande. On ne peut pas visiter le palais du Vatican, mais la visite du toit de Saint-Pierre est possible. 142 marches ou un ascenseur y conduisent.
Seule la coupole conçue par Michel-Ange est plus haute et a un diamètre de 42 mètres. Sous Néron, 64 après Jésus-Christ, Saint-Pierre fut crucifié sur la colline du Vatican et enterré aux alentours. L'empereur Constantin fit élever à sa mémoire la première basilique Saint-Pierre. Celle-ci fixa le lieu et l'orientation de l'actuelle basilique. La sépulture de Saint-Pierre se trouve au centre de la basilique, dominée par l'autel papal et le baldaquin de bronze de 29 mètres de haut, réalisé par le Bernin, un chef-d'œuvre de la haute époque baroque. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et je te donnerai la clé du royaume des cieux. Tels étaient les mots du testament du Christ. De là vient la prétention de tous les papes qui siégèrent sur le trône de pierre d'être les représentants de Dieu sur terre. Les témoignages de l'histoire de l'Église et de la papauté se trouvent à la Bibliothèque Vaticane. Les trésors artistiques des musées du Vatican sont incommensurables. Le Laocoon, par exemple, datant du 1er siècle après Jésus-Christ, est universellement connu. Les musées abritent des statues antiques, de l'art religieux et des œuvres inestimables, entre autres de Titien, Michel-Ange ou Raphaël. Raphaël créa les estampes des salles papales que lui commanda Jules II. La chapelle Sixtine. Elle est considérée comme l'apogée de la peinture de la Renaissance et le couronnement de l'œuvre de Michel-Ange. La restauration des fresques, commencée dans les années 80, est achevée. Elle fit non seulement apparaître des couleurs fraîches et vives, mais elle fit aussi disparaître les dénommées retouches de pudeur. L'artiste Daniele da Volterra, dénommé depuis le peintre des pantalons, avait dû les peindre sur ordre du pape Pie IV, car les corps nus réalisés par Michel-Ange y étaient considérés comme obscènes. Les couleurs du cycle de fresques de la voûte sont magnifiques. Les thèmes en sont la création et la proto-histoire. La fresque la plus célèbre de la chapelle Sixtine est la création d'Adam. Dieu, le Père, touche Adam de son doigt et lui donne la vie. Ici aussi, on peut voir la magnificence retrouvée des couleurs des fresques. L'acte de la création de Rome ne sera jamais vraiment complètement achevé. C'est pourquoi on nomme aussi cette métropole la ville éternelle.